Hein. Non, oui, alors, moi, la commande qui m'avait été faite, c'était le budget, l'analyse du budget général, hein, et les politiques de financement de la recherche prises dans cette contrainte budgétaire. C'était ça au départ sur lesquels j'étais partie. C'est là-dessus que j'avais préparé un certain nombre de slides. Mais je vais faire quand même avant ça, peut-être je ferai rapidement, mais quelques remarques sur d'où je parle et revenir peut-être. Moi, j'ai commencé ma carrière justement comme économiste, je travaillais en épistémologie de l'économie, sur la question de la scientificité de l'économie, au moment où on était vraiment à couteau tiré entre les dits orthodoxes, la théorie néoclassique, qui était archi dominante, où là, effectivement, dans les institutions, c'était quasiment impossible. Hein, l'application dans ce qui s'installait, les revues de rang A, etc., le recrutement et surtout le passage prof, tout ça était complètement bloqué. Donc on était vraiment quand même dans un moment très particulier et avec une arrogance de nos collègues qui travaillaient là-dedans qui était quand même assez impressionnante. Juste un exemple, hein, c'était le livre de Pierre Cahuc à l'époque sur le négationnisme économique. Donc vous avez peut-être tout ça en tête, hein, mais donc les termes sont quand même ceux qui sont. En gros, consistant à dire, pour reprendre des termes d'aujourd'hui, nous sommes les économistes de la raison, tous les autres, c'est des idéologues. Bon. Et donc, il y avait un vrai enjeu à travailler sur la question de la scientificité de la discipline, déjà avec quelque chose en fait d'assez politique qui est dans cette injonction dont je parlais tout à l'heure à la normativité et à la recommandation de économique, hein, puisque c'est précisément ça. Et ben c'est clair que il y a, étant donné les grandes hypothèses de départ qui sont prises par les différentes écoles, des prismes qui amènent à des conclusions différentes sur la l'emploi, par exemple, hein, qui était un sujet, mais aussi sur les questions budgétaires. Donc il y avait vraiment un vrai sujet à à montrer que, en fait, structurellement, étant donné ce que c'est que cette discipline, il y a toujours eu dans son histoire un certain nombre d'écoles qui se sont juxtaposées et qui reposent sur des grandes hypothèses initiales et qui font que, bah oui, à ce moment-là, le discours de politique économique est pas le même. Donc, je travaillais là-dessus et plus précisément, je travaillais sur quelque chose qui, en économie, joue un rôle absolument essentiel, qui est la question de la performativité du discours et en particulier la question de l'autoréalisation sur les marchés financiers. C'est un truc, quand vous avez le ministre du budget, premier ministre, qui explique que le FMI est aux portes, vous vous dites, mais il est dingue de dire ça. Avant, il y avait des campagnes qui étaient menées par les gouvernements pour montrer que les finances étaient hyper saines. Parce que sur les marchés financiers, on sait quand même que oui, il y a des effets d'autoréalisation qui peuvent jouer. Donc, si vous voulez jouer contre l'endettement de la France, et on va y revenir tout à l'heure, surtout, vous dites pas ça quand vous êtes Premier ministre. Donc, je travaillais là-dessus et ça pose des vraies questions en termes la nature de la scientificité de la discipline dans sa confrontation à l'empirie. Donc voilà, je travaillais là-dessus. Ça, c'était première partie de ma et ça avait comme modalité, en gros, il y a des écoles différentes, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Il y avait un enjeu très disciplinaire dans la politique de la théorie économique, hein, qui était en gros, laissez-les travailler. Donc, moi, j'étais pas une économiste des bourses, mais j'étais un peu en surplomb en disant la vérité n'est pas dans l'école néoclassique, il y a d'autres approches, il faut les entendre. Et voilà. Donc, c'est la première partie de ma carrière. Et puis, effectivement, arrive 2007-2009, et je me retrouve complètement par hasard à la tête de Sauvons la Recherche au moment du grand mouvement de 2009. Donc, les plus jeunes ici ne connaissent pas, mais ça a été un moment où
On a essayé de résister. Alors, on était très, 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 très nombreux dans la rue à l'époque. C'est-à-dire que c'était pas un mouvement d'étudiants, contrairement à ce qui se passe dans les universités en général. C'était vraiment un mouvement d'universitaires. Et c'était très large. Vraiment, il y avait une énorme protestation contre les conséquences de la LRU. Alors malheureusement, on s'est réveillé, enfin, moi je l'ai dit très tôt, dès l'instauration de la LRU, j'ai dit attention, c'est vers ça qu'on va. Les collègues se sont réveillés en 2009 et donc sur la mise en place de la LRU et ce que ça signifie en termes de gouvernance et en termes financiers, et puis la politique de recherche, notamment ANR, etc. Donc, je fais ce passage-là. Donc, il y a plus grand-chose à voir. Voilà. Donc, je continue à faire mes cours de manière un peu acrobatique. J'abandonne la recherche parce que j'avais plus le temps. Et on vient me chercher pour proposer de faire de la politique. Et j'ai accepté de faire de la politique. J'ai accepté pendant 12 ans, au départ sur les politiques de recherche. Et en ayant la responsabilité de la vice-présidence dans la région Île-de-France, 40% de la recherche, un énorme budget, une liberté totale, pour essayer de faire un certain nombre de choses. Bon, donc je porte le truc et puis ensuite je continue en dehors de ce mandat-là, à accompagner la vie politique, mais en restant toujours devant mes amphis. Je ne l'ai jamais lâché, avec cette idée de on a besoin de gens qui connaissent le milieu de la recherche dans la vie politique. C'est un milieu qui est méconnu. Le milieu de l'université est méconnu, pas défendu, parce que les grandes écoles, tout ça, je ne peux pas le dire. Et donc, je continue. Et puis, je finis par faire autre chose en politique, c'est-à-dire que je finis par m'occuper de ce qu'on appelle les études au Parti socialiste. Donc, petit à petit, je deviens de plus en plus une femme politique. Donc, au début, j'ai un mandat lié aux politiques de recherche, puis je deviens une femme. Puis, au bout d'un moment, je dis stop. Non, je vous raconte ma vie parce que c'est d'où je parle. Je dis stop parce que j'ai l'impression de ne plus servir à rien, que ce milieu est quand même absolument incroyablement éloigné de ce que je suis en tant qu'universitaire, dans sa façon d'être, dans le jeu qu'il faut être joué. Voilà, donc et puis que j'avais l'impression qu'intellectuellement j'arrivais au bout du truc. Au début, il y a vraiment une espèce de, je pense qu'on est tous, si on est là où on est aujourd'hui, c'est que il y a une dimension de curiosité intellectuelle qui nous anime. Et quand vous êtes, voilà, comme moi, vous tombez de la lune dans le milieu politique, au départ, c'est extrêmement intéressant. Vous apprenez une quantité de choses absolument invraisemblables. Donc, j'ai énormément appris. Puis, au bout d'un moment, je n'apprenais plus. Ça a été une première chose. Et la deuxième chose, c'est le sentiment que la question économique, donc on arrive à la troisième partie de ma vie, la question économique est absolument centrale et qu'il faut y revenir et qu'elle est d'une certaine manière extrêmement maltraitée par le débat public et y compris à l'intérieur du jeu politique. Et donc à partir de ce moment-là, je lâche et je me replonge dans quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire ce que Michael racontait tout à l'heure, les notes de l'INSEE, les stats Eurostat, les notes FMI, c'est-à-dire donc d'une certaine manière une approche finalement assez athéorique. Je ne devrais pas dire ça, c'est monstrueux de dire ça à des gens qui sont ce que vous êtes, mais il y a quand même un côté comme ça pour essayer vraiment de comprendre, donc sur la question du budget, donc mon angle, c'est vraiment la question du budget, et donc la question macroéconomique, parce que la question du budget, elle est surdéterminée par les enjeux macroéconomiques, la croissance, le chômage, l'inflation. C'est forcément, si vous voulez traiter la question budgétaire, vous êtes obligé de traiter la question macroéconomique. Donc j'ai plongé là-dedans.
Donc, voilà, bosser. Bon, et puis effectivement, donc pour vous raconter comment, du coup, j'en viens à reprendre la parole. Alors, j'avais été médiatisée, selon la recherche, j'avais été un peu médiatisée comme femme politique, mais pas tant que ça. Au zéro média training, hein. Je me souviens, moi, la seule conseil qu'on m'ait jamais donné, je me souviens, c'était Alain Trottmann, que les plus vieux d'entre vous connaissent, donc souvent la recherche, qui m'a dit, écoute, quand tu arrives dans un truc, tu as trois idées et tu vas au bout de tes trois idées. Il faut que tu donnes les trois. Donc c'est le seul média training que j'ai jamais fait. Donc là, je reviens dans une position différente et en fait l'histoire commence. Donc je commence à faire pareil, comme Michael sur X, beaucoup de réseaux sociaux, intervenir dans cette boucle qui a été absolument fondamentale, hein, je pense, qui continue. C'est ça le problème, c'est qu'en fait elle continue. Alors moi j'ai pas bloqué mon compte X pour aller continuer à voir, j'y interviens plus politique, mais je continue à voir et je me désole de voir qu'effectivement, ça continue. Il y a encore des trucs un peu intéressants. Par exemple, Zuckman, bah, il répond sur X, il répond pas sur Bluesky. Donc, bon, on est à mi-chemin. Bon, donc ça commence comme ça commence avec des posts dans une revue qui s'appelle Alternative économique ou sur les questions budgétaires, macro, machin, et les mains dans le cambouis à lire les notes INSEE. Bon, donc vraiment difficile, hein, parce qu'en plus, un truc assez autodidacte finalement, puisque c'est pas du tout mon domaine de compétence au départ. Et alors moi, j'ai pas la chance que tu as, c'est que je fais ça de manière assez solitaire. Euh, Ce qui est sûrement une limite énorme, hein. Mais il se trouve que c'est un peu comme ça. Et puis, j'ai fait un truc sur, je sais plus comment c'est venu, mais je me suis retrouvée à intervenir sur les droits de douane de Trump. Je suis appelée, je ne sais plus pourquoi, sur les droits de douane de Trump. Et c'est le moment où il y a l'affiche qui est brandie de Trump à la Maison-Blanche. Vous vous souvenez, avec le délire de Trump. Et c'était un plateau LCI et je fais l'équation, je raconte que le calcul qui est derrière les deux lignes est en fait un calcul totalement bidon. Et je le fais comme une universitaire qui a l'habitude des amphis de première année, parce que j'en ai toujours fait et c'est absolument formidable et qu'il faut en faire. C'est extrêmement important politiquement. Et donc, j'y vais vraiment de manière très, très, très pédago. Et en même temps, c'est un truc, c'est que de l'esbrouf, c'est une équation mathématique avec des tas de sigles et tout ça. Et en fait, je fais ce travail pédagogique de démonter un truc que personne ne comprenait en disant, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est en gros 1 sur 1. Il est en train de vous faire, c'est 1 sur 1, donc ça égale à 1, ou près, hein, ça raconte. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'emballement médiatique qui se produit. Et donc, je suis invitée 3 télés par jour. Hein, non, ah non, 3 télés par jour. Et avec ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque du tautologue, hein, vraiment, c'est que vous êtes le bon client. Et vient le moment où on vous amène ailleurs. Et avec une vraie difficulté d'arbitrage, c'est-à-dire euh, comment ne pas perdre le fait de pouvoir continuer à dire dans le débat économique un certain nombre de choses, et notamment ce que peut-être je vous raconterai tout à l'heure sur la dette. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où c'est le FMI aux portes. Hein, c'est le FMI aux portes. Et donc nous, en tant qu'économistes, il faut quand même qu'on rappelle un certain nombre de choses. Non, le FMI n'est pas aux portes. Non, regardez. Donc c'est tous les graphiques que j'avais prévus. Regardez. Alors oui, 3 milliards, mais ça veut 3 000 milliards. Mais ça veut rien dire, 3 000 milliards. Déjà, revenez en point de PIB. Faites les comparatifs internationaux. Et à ce moment-là, vous verrez que... Alors, vas-y, continue. Donc ça, c'est la dette qui s'envole. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit, plus de 3 000 milliards. Donc bon, voilà. Après, deuxième slide. OK, alors en point de PIB, on vous a jamais dit qu'à un moment, là, ces dernières années, ça baissait. Bah oui, c'est l'inflation. Quand il y a beaucoup d'inflation, la dette baisse. Mais continuons. On vous a jamais dit, donc les slides suivants, on n'a jamais fait les comparatifs internationaux. Si vous faites les comparatifs internationaux, non, c'est plus bas.
C'est le slide suivant, c'est celui-là, tant pis. Donc ça, celui-là, c'est l'endettement des ménages, des entreprises et l'endettement public. Si vous faites la somme de l'endettement des ménages et de l'endettement des entreprises, vous êtes bien plus que les 110% du PIB. Vous êtes à 140% du PIB, 150% même aujourd'hui. Donc du coup, hein, cette histoire de plus de 100% du PIB, ça ne veut rien dire. Mais continuons et on arrive aux comparatifs internationaux. Donc, alors là, oui, pardon. L'évolution de la dette, hein, donc ça, c'est notre collègue Monet, Éric Monet, qui est aussi un économiste qui essaye de rétablir un certain nombre de données. Il a fait la dette sur PIB dans l'histoire. Alors effectivement, nous, ce qu'on nous montre, c'est la dernière partie, mais jamais on vous montre ces deux trucs-là. La dette, bah, parfois, elle est bien, bien, bien supérieure à 100% du PIB. Puis alors, on va continuer. Donc ça, c'est dans l'histoire. Donc un chiffre n'a jamais aucune signification si vous ne le remettez pas en perspective historique. Et un chiffre n'a jamais aucune signification. Alors continuez, parce que ça, c'est, ah oui, mais vous voyez, la France, elle est presque derrière l'Espagne et la Grèce. Et puis, donc, ah oui, mais si on ouvre et qu'on va voir le CDE, on se rend compte, alors vous ne voyez pas, mais la France, elle est en 5e position. Ah bah oui, puis si je regarde le Japon, ils sont quand même à 200, près de 250%. Si je prends les États-Unis, hein, ils sont largement au-dessus de nous. Et nous, finalement, on est dans un espèce de paquet d'une dizaine de pays qui sont à plus de 100% du PIB. Donc tout ça, il faut pouvoir. C'est ça qu'il faut qu'on ait la possibilité de le dire dans l'espace public. Et c'est là où il faut arbitrer entre le moment où vous prenez le risque du tautologue, vous prenez le risque du débat où la question est incroyablement mal posée, avec un autre risque qui est, si vous ne répondez pas à la question, au bout d'un moment, d'abord, il y a deux difficultés, à mon avis, à ne pas répondre à la question quand on est dans les médias. Il y a une première difficulté qui est l'auditeur. L'auditeur, il a envie de la question de la réponse qui a été posée. Il entend le truc, il se dit, mais voilà, quelle est la réponse? Et que très souvent, les journalistes, ils prennent des questions qui sont des questions vie quotidienne. Et donc, c'est ce qui intéresse les Français. Et donc, par exemple, là, je suis sur le débat donc, budget. Qu'est-ce qui va se passer sur donc ça, c'est la question qu'on pose à Michael. Ma retraite à moi, est-ce que ça va me concerner? Et puis, moi, c'est la question sur qu'est-ce qui va se passer sur ma fiscalité à moi? Est-ce que je suis concerné? Et donc, le Français qui écoute ce genre de chaîne, il a envie qu'on réponde directement à la question. Ça, c'est une première difficulté à repositionner les choses, comme effectivement, Michael le dit, en tant qu'universitaire, on a besoin de le faire, c'est-à-dire de poser les vraies bonnes questions. Et donc là, sur la question de la dette, c'est pas est-ce que le FMI est aux portes, c'est comment face à une situation qui est une situation internationale, parce que vas-y, le graphique d'après, juste pour vous en convaincre. Si vous voyez l'évolution, je crois que vous voyez l'évolution globale de tous les pays. Non, vas-y encore. Ça, bon, ça va vous convaincre qu'on n'est pas tout seul, mais je voudrais que vous voyez la dynamique. Bon, alors celui-là, il est bien. Hein, c'est le FMI qui montre que depuis Covid, la dette, elle explose partout dans les grandes économies développées. Mais c'est celui encore après qui est celui-là. Voilà, celui-là. Donc vous avez la France, vous voyez, qui est en violet. Alors ok, j'espère que vous voyez. Remonte un peu qu'on voit bien, hein, et qu'on voit surtout les années. Voilà, ça commence en 1980. Donc vous avez la droite qui vous dit depuis Mitterrand, la dette a augmenté. Vous avez tous entendu ça, public. Mitterrand a creusé la dette. Puis vous regardez et puis vous vous rendez compte que en fait c'est un phénomène absolument international. Donc nous en tant qu'économistes, on sait que des données ça n'a pas de sens sans mise en perspective historique et sans comparatifs internationaux dans une économie mondialisée.
Donc on regarde, et donc vous voyez effectivement, donc la France c'est le troisième, hein, c'est le troisième derrière les États-Unis. En haut c'est le Japon, ensuite il y a les États-Unis, puis la France. On voit que la toute dernière année, effectivement, ça remonte. Donc ça c'est à pas négliger, mais sinon la dynamique est absolument commune aux économies avancées, parce que je ne sais plus si j'ai mis le graphique des économies avancées, mais en gros, les économies avancées suivent ça. Il y a un truc qui ne suit pas la dynamique, c'est la courbe en bas. Depuis 2000, c'est qui la courbe en bas? C'est les Allemands. C'est l'Europe du Nord qui scotche l'Europe dans une politique, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme austéritaire ou en tous les cas de réduction rapide des publics, qui fait qu'ils sous-investissent et qui fait que alors, on décroche hein, en termes de PIB par habitant, etc., par rapport aux États-Unis. Hein. Donc, voilà, si vous voulez pouvoir dire ça, et que donc la question c'est comment on fait face à cette situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau européen, si vous voulez pouvoir porter ça dans le débat public, et vous voyez que les enjeux sont quand même assez lourds. Et on va y revenir, parce que le financement de la recherche, bon, auquel je continue un peu à m'intéresser, même si je m'y intéresse moins qu'avant, parce qu'il est surdéterminé par tout ça, le financement de la recherche. Le budget de la recherche, il est pris dans le budget de la France, qui est pris dans le rétablissement des comptes publics. Si vous voulez pouvoir dire ça, ben, il faut que vous ayez accès à la parole publique. Et donc, avoir accès à la parole publique, ça veut dire, un, que vous répondez, il faut que vous soyez réorienté. Donc, vous répondez à la personne, je reviens à mon fil, hein, l'auditeur, il a envie de sa réponse. Et puis, le journaliste aussi, il a envie de sa réponse. Si systématiquement vous répondez pas, au bout d'un moment, il se dit, bon, elle est tout le temps à côté, elle me raconte tout le temps ces trucs, tout ça, bon. Donc, c'est un exercice qui est vraiment, on est sur un fil. On est vraiment sur un fil, sur comment on fait pour être quand même là, parce que je pense qu'on est finalement pas très nombreux quand même à pouvoir le faire. Hein. On n'est pas très nombreux. Alors, il y a quelque chose pour nous qui est la vie médiatique adore le débat, la conflictualité. Donc, il faut qu'il y ait un débat, même quand il n'y en a pas. Et donc, du coup, il faut quand même l'économiste de gauche. Donc, d'une certaine manière, même si ça leur fait pas forcément plaisir. Hein, c'est-à-dire que quand on y va et qu'on dit, bah oui, il y a une déformation de la répartition patrimoniale et l'outil fiscal, il n'est plus du tout adapté. Donc Gabriel Zucman, il a raison de dire que voilà, il faut modifier la fiscalité. Vous imaginez bien que quand vous dites ça sur BFM ou LCI, il y a des gens à qui ça ne plaît pas complètement qu'on dise ça. Hein. Mais en même temps, ils ont besoin, enfin, il y a besoin d'entendre une voix de nature différente. Donc, c'est vraiment sur un fil. Euh, c'est, c'est, oui, extrêmement. Il y a un coût. Alors, je sais pas très bien. Il y a sûrement des rémunérations narcissiques à l'exercice, je pense. Enfin, même si, honnêtement, je pense que quand on est universitaire, c'est pas nos motivations premières. Enfin, je crois qu'il y a un truc. Enfin, j'en sais rien. C'est difficile de savoir ça. C'est difficile. Bon, puis là, c'est peut-être trop dans l'introspection personnelle. Je sais pas. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça suffise. Et en plus, c'est pas forcément cette dimension-là de notre personne qu'on a envie de montrer, quoi. Enfin, en tous les cas, alors là, c'est un témoignage, mais peut-être avec beaucoup d'illusions sur moi-même, j'ai pas l'impression d'en tirer beaucoup de satisfaction. J'ai plutôt l'impression, vraiment, encore une fois, dans ma vie, d'être le bon soldat, quoi. C'est un peu comme la vie politique. Alors, vous avez peut-être du mal à me croire. Euh, le bon soldat, la brave fille qui y va, j'imagine à quel point c'est inaudible quand je dis ça. Mais la brave fille qui y va,
vraiment pour défendre et l'université et un certain nombre de valeurs quand je fais de la politique, et puis aujourd'hui pour essayer de défendre un certain nombre d'éléments dans le débat public, quoi. Et je me dis par moment, mais je suis pas du fond, quoi. J'ai trop d'illusions à pouvoir imaginer que ça marche, quoi. Donc je suis plutôt, voilà, prise dans ces éléments. Donc voilà vous voyez, ce qu'on essaye de faire. Alors peut-être des fils, et puis du coup, peut-être, moi j'avais prévu aussi un truc sur politique de recherche, financement de la recherche. Donc vous avez compris que le discours ambiant, c'est celui-là, hein, c'est celui de la dette, la dette, la dette, qu'il faut déconstruire. Parce que voilà, pardon, juste celui-là, je vous le montre, hein, c'est la charge d'intérêt. Parce que quand on dit oui, mais alors regardez la dette, on dit ah oui, mais la charge d'intérêt, ou le service de la dette. Le service de la dette, c'est les intérêts rapportés à la dépense. Bon, bah, regardez, hein, on en est là aujourd'hui. Donc évidemment, aujourd'hui, dans le débat public, Bompard ou Bayrou vous dit regardez comme ça monte, on va retrouver le niveau des années 2000. Oui, mais prenez un peu de recul et regardez où on est. Et c'est la même chose sur la charge de la dette. Vous introduisez le graphique d'avant, et puis si vous introduisez l'inflation, l'attaque inflationniste, bon, c'est toute cette déconstruction hein, qu'il faut essayer de faire. Mais, alors vas-y, continue à dérouler. Voilà, alors ça c'était, oui, mais alors les taux d'intérêt sur la dette française. Alors on vous montre ces graphiques-là. Regardez la montée irrépressible des taux d'intérêt sur la dette française. Vas-y, fais les graphiques suivants. C'est ceux aux États-Unis. Donc, descends un peu, que tout le monde voit bien. Voilà, ça, c'est les États-Unis. Et puis ensuite, tu as l'Allemagne. L'Allemagne qui s'endette pas, machin. Regardez le graphique, là. Vous voyez hein, l'économie, c'est aussi des images. Hein, donc, vous vous rendez compte que on, oui, il faut pouvoir dire ça, quoi. Il faut pouvoir dire ça. Il n'en reste pas moins qu'on est minoritaire, donc on est dans un moment de redressement extrêmement rapide des comptes publics. Et qu'est-ce qui se passe? Donc vas-y, continue. Et de contraintes, contrairement à tout ce qui est dit sur la dépense publique et à l'intérieur de la dépense publique, en particulier sur les services publics et donc sur le financement public. Alors, bon, ça passe, c'est les spreads. Passer, on s'en fout, c'est pas la vie. Ça, c'était le moment. Je vous aurais expliqué la France et la Grèce. Vous vous souvenez, la France et la Grèce. Puis je vous aurais expliqué pourquoi. Non, la France, c'est pas la Grèce, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Bon, mais passe, on n'a pas le temps. Voilà, ça, c'est. Non, vas-y, passe celui-là. Non, c'était avant, pardon, on a loupé, ou alors je l'ai pas mis, remonte. C'était le graphique sur. Ouais, ici. Voilà, c'est celui-là que je vais vous montrer. C'est donc du coup le déficit public, parce que la dette, c'est le déficit. La dette, c'est enfin la dynamique de la dette, c'est le déficit public. La différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Donc là, c'est un graphique où vous avez le déficit public, et puis il y a deux courbes qui sont les dépenses et en bas les recettes. Et puis montre bien les années, descend, qu'on voit bien les années. On va prendre 2017. Et quand vous regardez 2017, vous vous rendez compte que le déficit n'est pas creusé par les dépenses publiques irrépressibles. Les dépenses publiques, elles baissent en pourcentage de PIB. Alors évidemment, les gens qui vont vous expliquer qu'elles sont irrépressibles, ils vont raisonner en euros et en euros sans tenir compte de l'inflation. Donc à ce moment-là, évidemment, ça augmente. Mais si vous regardez la réalité économique de la dépense publique, elle est dans ce graphique. Depuis 2017, il y a des dépenses publiques j'ai dit qu'elles baissaient. Oui, elles vont baisser. J'ai été trop vite. Elles vont baisser légèrement par rapport à 2017, mais surtout, ce qui va creuser le déficit, c'est la baisse des recettes. C'est les impôts non compensés. D'accord? Alors attention, c'est pas seulement la suppression de l'ISF, non, c'est pas seulement ça, c'est aussi, à la suite des Gilets jaunes, un certain nombre de suppressions, c'était un des graphiques que je voulais vous montrer, mais on n'a pas le temps, un certain nombre de suppressions de fiscalité
et qui bénéficient aux classes moyennes, impôts sur le revenu. Donc c'est plus complexe que simplement les cadeaux aux riches. C'est plus compliqué que ça. Les cadeaux aux riches, ils sont autrement, ils sont dans la non-fiscalisation, ce que je disais tout à l'heure sur Zuckman, hein, la non-fiscalisation du patrimoine. C'est ça, en fait, le vrai cadeau aux riches. C'est bon. Donc, euh, on est dans une situation où la dépense publique, ben, en fait, elle stagne, hein, sachant que vous rajoutez les aides aux entreprises. Vous avez tous entendu parler de l'accroissement, j'ai pas mis le graphique, mais de l'accroissement multiple aux aides aux entreprises. Hein, et puis, un certain nombre de dépenses, ça c'est le domaine de Michael, de dépenses sociales qui ont des dynamiques propres, ça augmente. Donc, du coup, les services publics là-dedans bah, sont donc, du coup, bah, assez logiquement, vas-y, continue, on arrive au financement de la recherche. Alors, sur le financement de la recherche, bon, alors ça, je vous rassure, jamais dans l'espace public, j'ai la possibilité de dire ce genre de choses. Parce que la recherche, quand même, qu'on se le dise entre nous, ça n'intéresse pas ni le milieu politique, ni le milieu médiatique. Peut-être encore moins le milieu médiatique. Hein. C'est un point aveugle, euh, alors qu'il y a tout un discours sur, et droite et gauche confondues, hein, l'importance de la recherche, le financement de la recherche. Donc, ministre après ministre, vous avez un effort majeur fait sur le financement de la recherche. Mais la réalité, c'est que non, c'est pas vrai. La réalité, c'est pas vrai, ça se voit dans les chiffres. Alors, ça se voit dans quels chiffres? Ben, ça se voit dans ce qu'on appelle l'effort. Alors, moi, j'ai trois indicateurs. Hein, je regarde trois indicateurs. Quand j'essaye de comprendre la politique de recherche et la réalité du financement, j'ai trois indicateurs. Premier indicateur, l'effort de recherche avec les comparatifs internationaux. Donc, l'effort de recherche, c'est en gros, en point de PIB, combien vous mettez en financement de recherche, hein, puis rapporté au PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, pour vous donner une image simple, c'est la quantité de richesse créée en une année, mise sur la table de richesse économique. Alors, avec toutes les difficultés que pose cet indicateur. Hein, mais quand on parle de finances publiques, on est obligé de s'intéresser à cet indicateur parce que c'est ce qui va déterminer la redistribution ensuite. Hein, donc, c'est pas qu'on ne sait pas que cet indicateur n'est pas le bon. Hein, attention, c'est juste que voilà, c'est l'indicateur dont on doit partir quand on parle de redistribution. Okay, ça, il faut faire ce type. Donc l'effort de recherche, c'est en gros combien il y a de pognon. Donc le PIB, c'est combien il y a de richesses créées en une année. Puis l'effort de recherche, c'est combien il y a d'argent qui est mis dans la recherche, mais évidemment rapporté au PIB, parce que sinon ça ne veut rien dire. Hein, si vous regardez simplement la somme d'argent, ça ne veut rien dire. Donc l'indicateur des comparatifs internationaux, c'est l'effort de recherche. Et si vous regardez l'effort de recherche, ben voilà, je vous ai mis la France. Donc on est à 2,2. Alors vous voyez que le grand pays de recherche, la France, grand pays de recherche, ah non, un grand pays de recherche en financement. Et ça fait très longtemps que ça dure. Donc ça finit par peser. Je trouve miraculeux le fait que la recherche soit encore ce qu'elle est en France, que l'université soit encore ce qu'elle est en France, étant donné le sous-financement chronique. Alors, vas-y, parce qu'il faut regarder les graphiques suivants, qui sont de deux. Vous avez peut-être les plus anciens tous entendu parler de Lisbonne et sur la recherche, hein, on parlé de Lisbonne, ça, je pense, mais sur la recherche, le fait qu'on devait apprendre que l'effort de recherche devait être 3%. On est à 2,2. Hein, donc l'effort de recherche, c'est en jaune. Mais regardez, on l'a jamais atteint, quoi. On l'a jamais atteint. On ne l'atteint pas. Hein, et euh, ça ne progresse pas. On n'avance pas. Donc ça, c'est le premier. Et puis ensuite, il faut regarder. Alors là-dedans, parce qu'il y a une partie dans la dépense, il y a la partie qui est publique, donc ce qui dépend du budget de l'État, ce qu'on appelle
la, le A de l'administration, hein, donc c'est le graphique suivant, et puis il y a le E des entreprises. Hein. Ouais, il descend. Voilà, donc ça c'est. Alors je vous passe sur ces indicateurs, mais bon, vous voyez quand même. Donc ça, attention, hein, c'est pas en pourcentage du PIB le truc qu'il faut regarder, c'est en milliards d'euros. D'accord. Donc quand la richesse crée, on peut imaginer, donc là ils tiennent compte de l'inflation, mais la richesse augmente. Donc un pays qui va bien, qui veut à la hauteur de sa richesse financer la recherche, c'est son effort de recherche qu'il faut regarder. C'est pas est-ce qu'on met plus d'argent, c'est est-ce qu'on en met plus par rapport à ce qu'on a comme possibilité de mettre de richesse. Donc on voit que ça ne progresse pas, et puis qu'on voit que en ce qui concerne l'administration, ça ne progresse pas. Alors on va regarder le classement. Vas-y, descends. Voilà. Donc là, vous avez le classement de donc c'est pour 2022, c'est pas tout à fait la même année que l'autre. Et puis vous avez l'effort de recherche des entreprises et l'effort de recherche de l'administration. L'administration, c'est en jaune. Pour la France, c'est 0,75. On devait atteindre 1%. Lisbonne, c'était 1%. Hein. Donc on n'est pas à 1%. Puis on voit que ben non, on ne fait pas beaucoup mieux que les autres. Hein, c'est pas vrai, on ne fait pas beaucoup mieux que les autres. Il y en a qui font beaucoup plus. Alors qu'il y a des spécificités qui font qu'on devrait faire plus, étant donné la structuration de ce qu'est le tissu économique. Ça serait important de rentrer plus dans les détails, mais je le ferai s'il y a des questions. On devrait faire plus. On devrait faire plus. Et en fait, on fait pas plus. Donc ça, c'est le premier critère qu'il faut regarder. Et qui vient, donc ce sous-financement, il vient, et qui va continuer, hein, il vient de ce discours ancien, hein, de la nécessité de maîtriser les comptes publics, parce que ça commence après la crise de 2008, cette histoire. C'est à partir de ce moment-là que ça commence. Et donc, toute cette histoire de non, on n'arrive pas à respecter Lisbonne, c'est à partir de ce moment-là que ça commence. Hein. Donc, si vous voulez, la politique de recherche en termes de financement, c'est simplement une conséquence de ce qui se passe à un niveau macroéconomique. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère que je regarde, moi, c'est la dépense par étudiant. Voilà. Bon, on voit le classement, OK, hein, je vous laisse compter. Donc la France, c'est le trait rouge foncé, la moyenne de l'OCDE, c'est celui-là, OK. Et puis, donc honnêtement, on est hyper efficace avec les moyens qu'on a, hein, parce que c'est un truc qui est jamais dit dans le débat, mais que Michael rappelle régulièrement, on est parmi les pays européens un pays vieillissant, mais on est parmi les autres pays européens, on a une richesse, c'est le fait qu'on a des jeunes. Alors, on a une population jeune, abondante. On est en deuxième position quant à la proportion de jeunes en Europe. Là, on est en deuxième position. Je crois que la numéro un, c'est l'Irlande, je vais peut-être dire des bêtises, et deuxième ex aequo avec je sais pas qui. Donc, on a plein de jeunes. Donc, c'est une vraie force. Donc, on devrait, voilà, bref, faire un énorme effort là-dessus. Donc, on ne le fait pas. Hein. Bon, alors, c'est par étudiant. Vous allez me dire, oui, on a plein d'étudiants. Oui, mais a fortiori, utilisons cette force. Quoi. Donc, et puis on regarde, là, je vous ai mis. Donc, ça, c'est des chiffres ministères qui reprennent. Comme il y a eu l'histoire budget, je n'ai pas eu le temps de reprendre les chiffres au CDE, donc j'ai été voir sur un document où il y a tout est repris, c'est Regarde sur l'éducation, c'est fait par le ministère, où ils reprennent des données au CDE qui sont les comparatifs internationaux. Et on voit l'évolution. Bon, ben, voilà l'évolution de la France en rouge, quoi. Hein, donc sur une période 2015-2020. Donc non seulement on est mauvais, mais on régresse. Donc ça, c'est le deuxième, hein, parce que vous faites pas de miracle. Hein, voilà, on peut surbonder les amphis, et au bout d'un moment, quand même, voilà, en termes de charge de projet. Troisième critère, les personnels. C'est la recherche, je ne peux pas arrêter de dire ça à un moment de ma vie et je continue à le penser très fortement. La recherche, c'est d'abord des hommes et des femmes. Voilà.
avec, peut-être pas dans notre discipline de SHS, mais dans les sciences dures, avec du pognon. Parce que nos collègues des sciences XP, s'ils n'ont pas de la grosse instrumentalisation, pas des gros instruments très lourds, bah, ils peuvent pas bosser, quoi. Donc, c'est pas, on est dans une situation très atypique, hein. C'est pas partir en colloque et tout ça. C'est pas les abonnements en revue. C'est l'équipement, souvent voilà, et ça se monte en millions, ça se compte en millions, en dizaines de millions, parfois en centaines de millions, hein, un instrument type Soleil. Donc voilà, c'est des hommes et des femmes, et puis c'est des financements de l'argent. Bon, et donc il faut regarder, bon, je vous laisse en prendre connaissance, hein, vous connaissez les chiffres sur l'État, l'enseignement supérieur. Alors, il y a une petite, donc il faut quand même l'acter, hein, de tout récemment, il y a effectivement une légère amélioration. Et dans une situation, je n'ai pas eu le temps de vous les mettre, mais je pense que vous connaissez ces chiffres-là, où les départs à la retraite vont être absolument massifs après des années de sous-recrutement, hein. Vous aviez des effectifs, tout le monde connaît ces chiffres-là, je pense, des effectifs étudiants multipliés par deux et un recrutement qui baissait de 50%. Donc pendant plus de 10 ans, on a vécu ça. Donc là, il y a un léger mieux, un tout léger mieux, hein, mais avec donc de là où on vient, et puis surtout des départs à la retraite qui vont être absolument considérables. Donc ça veut dire que comment on va faire tourner la petite, hein. Enfin, franchement, comment vont faire nos jeunes collègues, ou vous tous là presque, pour continuer à travailler s'il n'y a pas des recrutements massifs. C'est de ça dont il s'agit, hein. C'est des recrutements massif. Donc, il y a un léger mieux, on n'y est pas. Puis, le graphique suivant. Voilà, avec, bon, la part des titulaires, comme c'est la précarisation du milieu de la recherche, hein, c'est-à-dire, ouais, des recrutements. Donc, moi, le tableau d'avant, c'était en équivalent temps plein, mais il faut évidemment regarder la part des titulaires et des précaires. Ça renvoie à la question aussi de l'indépendance, hein, la possibilité de l'indépendance. Quand vous êtes titulaire, c'est pas tout à fait la même. Et quand vous êtes professeur de l'université, c'est pas non plus tout à fait la même, hein. La Constitution nous garantit nos libertés académiques, quand même. Donc, évidemment, ça joue de manière centrale. Donc, voilà, ça, c'est troisième critère qu'il faut absolument regarder. Alors, je vous ai mis vas-y, je vous ai mis bon, ça, c'est et finalement, qui paye? Bon, donc, passons là-dessus. Temps. Mais je vous ai mis en primeur, j'ai été voir le nouveau PLF. Parce que, alors le PLF, c'est le projet de loi de finances. Donc tout le monde peut aller le voir, hein, je pense que c'est même bien d'y aller, hein. Allez-y. Donc vous allez sur le site de l'Assemblée nationale. Sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez sur projet de loi. Et puis, vous allez voir loi de finances. D'accord? Et vous allez trouver, donc, il y a le dossier législatif, hein, et puis les différentes étapes du dossier législatif sur le projet de loi de finances. Vous allez voir les différentes étapes. Donc là, hier a été déposé le projet de loi de finances pour 2026. Donc il est là, le fameux projet de loi de finances de Lecornu. Et donc ça, c'est un graphique qui vient du projet de loi de finances 2026 avec, vous savez, cet objectif donc de réduction. Donc le projet de loi qui est déposé, hein, c'est réduction du déficit public à 4,7, même s'il a relâché un peu en disant bon, ça doit être moins de 5, qui serait évidemment absolument essentiel, hein. Si vous allez trop vite, vous cassez la croissance, cassez la croissance, vous aggravez votre déficit, parce qu'il y a moins de recettes, vous aggravez votre déficit. Donc, alors attends, donc le déficit, là, le projet de loi, il est sur un déficit à 4,7. OK? Et donc, qui va payer?
Les collectivités territoriales. Donc, il y a trois gros blocs hein, dans la dépense publique. Peut-être que j'explique ça, mais vous savez, bon, les dépenses sociales, l'énorme part du gâteau, ça c'est Michael, les collectivités territoriales, et puis l'État au sens strict. Donc, les services publics, ils sont dans l'État au sens strict. D'accord? D'accord. Ouais. Et puis, alors après, donc, qui va payer? On fait baisser la dépense publique. Les collectivités territoriales vont peut-être un peu baisser cette année. C'est extrêmement difficile de faire baisser le financement des collectivités territoriales pour deux raisons. Un, l'État, enfin, le gouvernement n'a pas réellement la main sur les dépenses des collectivités territoriales, en fait. Ils donnent des enveloppes, mais elles peuvent tout à fait dépasser. Et deux, bah, il y a des élus et à un moment, le texte passe au Sénat. Donc, les collectivités territoriales, elles sont très, très représentées dans le débat politique. Donc, c'est très difficile, peut-être, c'est très difficile de faire baisser les dépenses des collectivités territoriales. C'est très difficile de faire baisser les dépenses sociales. Surtout quand on est dans une période où, quand même, c'est pas champagne en termes de croissance ni de chômage, et que en plus on a une population vieillissante, donc qui est de plus en plus malade, donc ça coûte, donc il y a une inertie de la dépense sociale qui est très lourde. Donc forcément, à ce moment-là, ben, on se retourne vers l'État. Voilà. Et il n'y a pas grand monde pour défendre l'État, en fait, dans le débat politique et dans les finances publiques. Alors, donc, on peut penser que, et c'est effectivement ce qui a été annoncé, hein, les ministères vont serrer la ceinture, alors d'autant plus que bah, vous avez la défense qui a un effort de 6,6 milliards, que vous avez un poids de la dette, des intérêts de la dette de 8 milliards, hein, et puis qu'il y a les dépenses européennes qui sont incompressibles. Bon. Donc, si vous voulez réduire la dépense publique, bah, ça pèse sur les autres ministères. Si vous préservez les ministères régaliens, ça pèse sur les autres ministères. Et donc, alors je ne sais plus si j'ai mis un graphique, non, je crois qu'il n'est pas mis, mais on voit qu'il y a des ministères qui vont prendre très très cher cette année, qui continuent à prendre cher. Nous, en fait, la recherche, donc là, c'est quoi? Donc pour lire le budget, vous allez donc dans le PLF et puis vous déroulez, le budget de la recherche et vous allez aller dans les annexes. Et c'est dans les annexes que vous allez trouver le budget par mission. En fait, hein, et notamment, vous avez peut-être tous entendu parler de ça, la fameuse MIRES. La MIRES, donc le budget de l'État, il se déroule en grandes missions. Hein, donc vous avez la mission défense, la mission, je sais pas quoi, affaires économiques, la mission, etc. Puis il y a la mission recherche, enseignement supérieur. C'est pas exactement le budget du ministre, hein, parce que vous voyez, par exemple, enseignement supérieur et recherche agricole, ça ne sera pas dans son ministère. Mais en gros, c'est le périmètre qui est le plus proche, si vous voulez, des financements de la recherche. Et c'est donc parce que je vous ai dit, moi, je regarde l'effort de recherche, mais l'effort de recherche, je l'ai pas sur 24, 25, 26. Donc à ce moment-là, je bascule là-dessus, sur le budget de la MIRES. C'est les trois derniers exercices. C'est ça que je regarde pour regarder la dynamique de financement. Et alors, bah, il y a deux colonnes. Hein. Il y a les autorisations d'engagement, puis les crédits de paiement. Ah, c'est vraiment de la technique budgétaire. Autorisation d'engagement, c'est comment vous expliquer ça simplement, mais en gros, alors ceux qui sont dans les conseils centraux ont peut-être ça en tête, mais en gros, c'est Michael et moi s'il y arrive, mais en gros, c'est du fric que vous pouvez annoncer sur un certain nombre de grands projets, mais qui sera décaissé plus tard. Les crédits de paiement, c'est le fric que vous mettez vraiment, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Donc, en gros, le plus important, c'est quand même les crédits de paiement. D'accord. Et puis, c'est quoi ce graphique? Pourquoi il y a 4 colonnes? Donc là, c'est autorisation d'engagement, là, c'est crédit de paiement. Et pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a 25 et 26. J'ai pris, il y a un tableau, si vous déroulez, vous allez trouver l'année d'avant et le comparatif. Non. Alors attention, l'année d'avant, dans le projet de loi de finances, vous avez tous entendu les gels, les surgels, les mises en réserve. Bon, donc
C'est pas exactement le prix qui a été dépensé, mais en gros, c'est ce qui était annoncé l'année d'avant. Ça vous donne quand même. Et donc, si vous voyez objectivement, hein, là, ben, finalement, nous, on va s'en sortir. C'est-à-dire que nous, on ne va pas baisser. L'année d'avant, c'était 30, on va aller à 31. On va, en gros, être un tout petit peu, parce qu'il y a l'inflation. On a une inflation qui est faible. Donc, on va être un tout petit peu au-dessus de l'inflation. OK. Et alors, vous enlevez là-dedans la vraie vie, l'établissement, c'est-à-dire l'investissement de publicité, qui que la recherche, c'était les hommes et les femmes, c'est 70% du budget, c'est du bien qu'on cherche, 70% avec les sources. Là, oui, ça coûte de plus en plus cher. Si vous avez beaucoup précarisé, ça coûte de plus en plus cher. Hein. Bon. Donc, du coup, ça pèse très, très lourd. Donc, hein, ça augmente un petit peu. Et voilà. Je crois que j'avais mis en rappel l'année encore 2024. Je ne sais plus s'il descend, je ne sais plus si je l'ai mis dans les documents. Voilà, ça c'était, oui, ben, c'est ça c'était le PLF de l'an dernier. J'ai été rechercher le projet de loi de finances de 2025. Donc là, vous avez la colonne 2024. Non, pardon, vous avez pas, non, 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 ça c'est autorisation d'engagement et CP. Alors, donc, je me suis trompée. Alors, ouais, ouais, bon, enfin bon, bref. Donc, bon, si ça doit être ça. L'année d'avant, c'était 32, et donc ça avait baissé. Là, ça remonte. Non, c'est ça, c'était 31 839. C'était, pardon, c'était 31 839 en 2024, en 25 50 et en 26, on revient en fait à 2024. Voilà, donc du coup, ça augmente, mais on ne fait que retrouver un. Voilà comment lire sur le financement de recherche. Et vous voyez qu'expliquer ça dans le